Le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux, les conseillers techniques et les chargés de mission de la primature, je voudrais tout d'abord souhaiter la chaleureuse bienvenue à notre frère, M. Moussa Faki Mahamat, et à sa délégation qui séjourne dans notre pays dans le cadre des consultations périodiques entre l'Union africaine, notre organisation commune, et notre pays, le Mali. Monsieur le Président de la Commission, je note pour me réjouir que vous séjournez pour la troisième fois dans notre pays depuis le début de la transition politique, après les visites que vous avez effectuées à Bamako respectivement en novembre 2020 et en janvier 2022. Dans cet intervalle, les membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine nous ont également fait l'honneur et l'amitié de nous visiter en juillet 2021. Ces différentes visites témoignent sans nul doute de l'écoute et de souci constant de l'Union africaine d'accompagner les efforts du gouvernement pour une réussite de la transition. Et votre représentant ici, je dois l'avouer, nous a régulièrement rencontrés chaque fois qu'il estime qu'il y avait des questions auxquelles il doit répondre. Il nous a aussi rendu visite en votre nom pour souhaiter bon retour après les 2 ou 3 mois d'absence de la tête du gouvernement pour des raisons de santé. Il a régulièrement fait des rencontres pour se tenir informé de ce qui se passe chez nous. Nous avons fortement apprécié cela aussi. C'est un diplomate très actif qui essaie de comprendre ce qui se passe chez nous. Et pour cela, il rencontre certains acteurs, dont le Premier ministre. Au demeurant, mesdames et messieurs, le gouvernement a toujours encouragé avec insistance le partenariat du Mali à échanger directement avec les autorités de la transition et à privilégier les missions de terrain et de proximité afin d'avoir une analyse objective de la situation de notre pays, ce que vous faites très heureusement. Monsieur le Président, le Mali, comme vous le savez, vit une transition politique qui est le fruit de la volonté du peuple malien, de son aspiration au changement. Je dois rappeler pour votre information, il y a différentes transitions en Afrique. Chaque transition a son histoire, il a son parcours, il a les spécificités du pays. La transition du Mali n'est pas survenue au hasard. Ce n'est pas des militaires qui se sont levés, ils sont sortis des casernes, ils sont venus prendre le pouvoir. Au Mali, il y a eu 4 mois de manifestations ininterrompues, avec des morts, sans gouvernement, pendant des mois. Et les militaires qui sont venus parachever, comme ils l'ont dit, la lutte du peuple, sont des officiers qui ont fait la moitié de leur carrière sur le terrain des opérations. 15 ans, 18 ans. Donc, ce n'est pas des assoiffés du pouvoir. Ils n'auraient pas intervenu, notre pays serait dans le chaos. Et lorsqu'ils ont annoncé devant tout le monde qu'ils sont venus parachever la lutte du peuple, les Maliens l'ont beaucoup apprécié. On a un peuple très allergique à la suggestion d'où qu'elle vient. Et vous le savez très bien. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger a reçu pour mandat, au terme des assises nationales de la refondation, de refonder l'État, de créer les conditions d'une gouvernance future vertueuse susceptible de mettre fin aux crises cycliques et à l'instabilité à travers les réformes substantielles au plan politique et institutionnel. C'est dans cet esprit que le président de la transition a mis en place le 27 janvier 2023 la commission chargée de la finalisation du projet de nouvelle constitution qui sera soumis au référendum. Première étape, le président a mis sur place une commission qui a écouté toutes les forces vives de la nation pendant des mois, a fait une synthèse et a produit un
avant-projet de constitution, qui a été lui aussi soumis à débat pendant des mois. Enfin, le président a mis en place récemment, comme je viens de le dire, une commission chargée de finaliser l'avant-projet de constitution, qui compose aussi toutes les sensibilités, y compris celles qui n'avaient pas voulu venir aux assises nationales pour des raisons politiques que je respecte. Donc cette nouvelle commission va finaliser l'avant-projet de constitution qui sera soumis, qui sera remis au président. Dans notre constitution, seul le président de la République ou l'Assemblée nationale ont l'initiative de la révision. Donc normalement, quand cette commission aura fini son travail, nous aurons l'avant-projet que le président va apprécier et il soumettra à l'avis de la population. Dans le même esprit, notre pays s'est doté d'une loi électorale en 2022 et a procédé tout récemment à la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections. Pour consolider ce processus de refondation, notre pays s'est doté en 2022 d'un cadre stratégique de la refondation de l'État 2022-2031, assorti d'un plan d'action 2022-2026. La résolution durable de la crise qui affecte notre pays depuis plusieurs années nécessite un changement de paradigme. C'est pourquoi la transition dans notre pays ne saurait se résumer à une question d'élection et d'alternance au sommet de l'État. Ça veut très souvent, c'est ce qu'on comprend en Afrique. Il suffit qu'on change Ibrahim par Seiba, on dit qu'il y a l'alternance. Souvent, le système reste le même. Ça ne résout pas les problèmes. Et nous avons, pendant 30 ans au Mali, on a régulièrement organisé des élections. Nous avons fait des élections municipales, législatives, présidentielles. Et pourtant, 3 décennies, notre pays n'a jamais été aussi stable. On a vu sous d'autres cieux, notamment en Afghanistan, un pays qui a régulièrement organisé des élections pendant 20 ans, sans que cela résolve durablement les problèmes structurels. Ces partenaires occidentaux ont fini eux-mêmes par en faire le constat, en l'abandonnant à son triste sort. Ça, c'est en Afghanistan. Loin de moi l'idée selon laquelle les élections ne sont pas importantes, mais face à une crise de l'ampleur de celle que nous connaissons, les élections doivent être précédées de réformes appropriées. Organiser simplement les élections, ça n'a jamais résolu le problème d'un pays. Et d'ailleurs, pendant les débats politiques intenses que nous avons eus, j'ai attiré l'attention des partenaires politiques, avec tout le respect que je leur dois, qu'il n'y a aucun chef de parti, aucun candidat qui peut aller faire campagne dans son village sans le risque d'être enlevé, sinon le pire. Et cette situation, ceux qui ne sont pas au Mali ne le comprennent pas. C'est pour cela que nous apprécions beaucoup la démarche de l'Union africaine, qui consiste à venir sur le terrain, parler avec les acteurs, comprendre ce qui se passe. Et je dois me réjouir que c'est après votre visite de la dernière fois que nous avons constaté une tendance générale à la décrispation grâce à votre capacité d'écoute, aux conclusions pertinentes que nous avons analysées et intégrées dans notre démarche globale. Beaucoup se sont limités au rapport. Et quand on vient nous écouter, ce n'est pas la même chose. Ils nous disaient faites les élections, faites les élections. Il y a une partie de la classe politique qui estime que ce que la communauté internationale dit, il faut le dire, même si on ne le fait pas. Si on avait élu un président sans le retour de la sécurité, je ne fais pas l'oiseau de mauvaise augure, mais je suis certain qu'on serait dans un autre coup d'État aujourd'hui. Parce qu'il ne pourrait pas diriger le pays. Il n'y a aucun candidat qui peut aller chez lui. Le pays est à 80% occupé par les terroristes. Et face à cette situation, la résolution durable du pays, des problèmes du pays, c'est
de faire des réformes substantielles. J'ai l'habitude de dire souvent aux amis politiques qu'un gouvernement ne peut pas être légitime tout simplement parce que 10% de la population a voté pour lui. Parce qu'en Afrique, on ne demande même pas le taux de participation. Il y a des pays où il y a un taux qui est fixé. Quand les élections n'atteignent pas ce taux, l'élection est annulée. Mais chez nous, il n'y a pas ça. Souvent, il y a 10% qui vont voter. On dit que le gouvernement est légitime. Un gouvernement qui ne peut pas assurer la sécurité de ses citoyens ne peut pas être légitime. Pour être légitime, un gouvernement a besoin minimum de 5 critères. Assurer la sécurité physique des citoyens et de leurs biens, leur donner à manger, sécurité alimentaire, les soigner, sécurité sanitaire, les éduquer, sécurité éducative, et enfin, les permettre l'aller et le retour sans trop de problèmes. Donc les infrastructures. Voilà les 5 conditions. Quand un gouvernement ne peut pas assurer le premier, la sécurité des citoyens, ce n'est pas en organisant des élections que le pays va être sécurisé, que le gouvernement va être légitime. Et d'ailleurs, partout où on nous pousse à aller aux élections, partout, c'est des pays où les gouvernements, en dépit de l'élection, sont à l'écoute de leur population. Il y a des lois qui sont votées sur lesquelles ils reviennent, parce qu'une frange de la population n'est pas d'accord. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Et on a vu ici, pour survoler certaines parties de notre territoire, nous devons demander l'autorisation ou la permission d'un pays qui n'est pas africain, qui n'est pas voisin, mais qui a un poids en matière de communication. Pour survoler notre territoire, il faut qu'on soit autorisé. Ça, c'est terminé aujourd'hui. Nous n'avons plus besoin de l'autorisation de quelqu'un pour aller dans n'importe quel coin de notre territoire. Nous avions des cas où les camps militaires sont attaqués 7 heures de temps, 8 heures. On ne peut pas venir en secours parce qu'on n'avait pas les moyens aériens. Ceux qui les avaient n'étaient pas disposés à nous les donner. En 2019, on a le fameux cas du camp de Liman. Pendant 7 heures de temps, le camp était attaqué, pas de secours. Et comment vous pouvez comprendre qu'on finance un camp militaire? Ceux qui sont ingénieurs parmi vous le savent. Un ingénieur, il conçoit tout en même temps. On sait que dans le désert, le premier besoin de l'homme, c'est la boisson. Il faut boire de l'eau. On oublie de faire un forage. Donc les militaires sont obligés de sortir, aller chercher de l'eau ailleurs. Pendant 1 mois, 2 mois, les terroristes étudient bien le parcours. Et un jour, ils tombent sur le camp, sur les militaires, en train de chercher de l'eau. Ils prennent le camion. Au lieu des barriques d'eau, c'est des barriques d'explosifs. Ils conduisent dans le camp. On a des villages entiers qui sont brûlés vifs. Des femmes enceintes, des enfants tués. On était assis. On ne peut pas rendre secours parce qu'il faut demander l'autorisation à un pays. S'il n'est pas d'accord, on ne part pas. Tout ce qui reste aux autorités maliennes, c'est d'aller présenter les condoléances et un soutien pour la nourriture. Ces phénomènes-là sont terminés chez nous aujourd'hui. Aucun camp militaire n'est attaqué impunément aujourd'hui. C'est œil pour œil, dent pour dent. Aucun village n'est détruit. Qu'est-ce que les terroristes aujourd'hui font? Ils sont organisés en petits groupes. Nous avons détruit toutes leurs bases essentielles, les sanctuaires. En petits groupes, armés de 2, 3, 4, 5, ils tombent sur des villageois. C'est ce qu'on appelle que le terrorisme s'étend dans le pays. Le plus grand défi, mesdames et messieurs, qui se pose à notre pays,
Aujourd'hui, nous avons une claire conscience que c'est le terrorisme. Elle menace les fondements de la République et la cohésion nationale. C'est un cancer qu'il faut éradiquer à travers la conjugaison des efforts et la mise en œuvre des solutions holistiques et multidimensionnelles. Et c'est pourquoi le retour de l'État et des services sociaux de base dans les zones affectées par la crise, le retour des réfugiés et des personnes déplacées internes dans leur terroir, ainsi que la sécurité des populations occupent tout naturellement un ordre de priorité élevé dans le programme d'action gouvernementale que nous avons fait approuver au Conseil national de transition, notre assemblée transitoire. Sur tous ces plans, mesdames et messieurs, nous avons engrangé des résultats notables grâce aux opérations militaires d'envergure que mènent sur le terrain avec courage et professionnalisme nos forces de défense et de sécurité. Je viens de vous dire qu'il n'existe pas au Mali une partie du territoire où nous demandons l'autorisation de quelqu'un pour aller. Il n'y a plus d'attaques massives contre des camps militaires sans riposte. Il n'y a plus d'attaques massives contre des villages entiers sans riposte. La peur a changé de camp. Et contrairement aux informations tendancieuses, vous les suivez dans la presse, véhiculées par certains médias manifestement en mission contre le Mali, la peur aujourd'hui a changé de camp. C'est une évidence. N'importe quel Malien que vous demanderez lui-même, il vous dira la même chose. Il vous dira, oui, le terrorisme est étendu. C'était à 80% avant qu'on arrive. Mais la peur a changé de camp aujourd'hui sur le terrain. Nous traquons les groupes armés terroristes, réduits à des actions d'éclat isolées, jusque-là, dans leur dernier retranchement. Jusque dans leur dernier retranchement, nous les traquons aujourd'hui. Ils sont réduits à des actions isolées, comme notre ministre de la Défense l'a dit récemment, comme une bête en fin de vie, qui donne ses derniers coups d'assaut pour blesser ceux qui sont autour de lui. C'est à cela que nous assistons aujourd'hui. Et aussi, suivant la vision et les pertinentes recommandations du président de la transition, son colonel Assimi Goïta, chef de l'État, le gouvernement poursuivra le vaste chantier de la restauration de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. De la dignité des Maliens, vous êtes des Africains, vous savez comment le Mali est perçu aujourd'hui dans le monde, de la souveraineté, de l'indépendance de notre pays. Vous pouvez être d'accord avec moi, quand sur votre propre territoire, vous ne pouvez pas aller dans certaines parties. Vous apprenez qu'il y a des groupes terroristes que vous voulez attraquer. On vous dit non, là-bas, c'est le lieu d'entraînement nocturne de telle force. Vous ne pouvez pas aller. Et les populations sont en insécurité. Ça, c'est pourquoi nous avons restauré le président de la transition le 24 janvier, comme le 14 janvier, comme le jour de la restauration, de la souveraineté retrouvée. On était indépendant, c'est vrai, mais quand vous ne pouvez pas vous rendre sur des parties de votre territoire, sans la volonté d'autres, il faut se poser des questions. Cela n'existe plus aujourd'hui. Dieu merci, grâce à la détermination et à la bravoure des Maliens. Et nous avons 3 principes que notre chef d'État a édictés aujourd'hui qui conduisent l'action publique. 3. D'abord, pour tout partenaire, il faut respecter la souveraineté du Mali. Condition numéro 1. Condition numéro 2, c'est au gouvernement malien, au peuple malien de choisir librement ses partenaires stratégiques et d'une façon générale son partenariat stratégique, sans injonction. Troisièmement, tout acte qui doit être posé par un homme public doit partir de la réponse à la question où sont les intérêts de notre pays. Donc la défense systématique, méthodique, continue des intérêts supérieurs du peuple malien. C'est les 3 principes dictés par le président. Souveraineté, libre choix des partenaires stratégiques et du partenariat stratégique, défense des intérêts supérieurs du peuple malien.
Monsieur le Président, je voudrais vous donner l'assurance de la détermination du gouvernement à tenir ses engagements tant avec la communauté régionale et internationale qu'avec la communauté nationale qui a clairement exprimé sa vision du Mali nouveau au cours des assises nationales de la refondation de l'État tenues en décembre 2021. Les efforts de réforme seront poursuivis de manière à atteindre le point de non-retour dans le processus de redressement de notre pays. De la manière, nous intensifierons le processus de réforme et les préalables à la tenue d'élections inclusives, apaisées et crédibles. Notre détermination à poursuivre sur la voie des réformes n'a d'égal que la soif de réforme de notre vaillant peuple, ainsi que notre aspiration à la justice et à la sécurité. Je voudrais également, mesdames et messieurs, vous réitérer l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, en capitalisant les progrès réalisés à l'issue des dernières réunions du comité de suivi de l'accord et des réunions décisionnelles de haut niveau tenues en septembre 2022. Au regard de tout ce qui précède, j'en appelle à l'Union africaine à soutenir nos efforts en cours, à les consolider, à les amplifier à travers un soutien franc et robuste au plan politique, technique et financier. Après la levée en juillet 2022 des sanctions injustes, illégales et inhumaines de la CEDEAO contre le Mali, après 7 longs mois d'embargo, nous exhortons notre organisation, l'Union africaine, à la levée des sanctions qu'elle a imposées à notre pays le 14 janvier 2022, suite à l'endossement de celle de la CEDEAO prise le 9 janvier 2022. Nous sollicitons la réintégration du Mali au sein des instances de l'Union africaine parce que nous sommes sur la bonne voie dans l'exécution de nos engagements. Nous le demandons aussi parce que l'expérience a démontré partout dans le monde que les sanctions sont inopérantes, pour ne pas dire inefficaces et contre-productives. Nous demandons enfin la réintégration du Mali par attachement aux conclusions de la 3e réunion du groupe de suivi et de soutien de la transition du Mali, tenue à Lomé le 6 septembre 2022. Dans le contexte sécuritaire du Sahel et de la géopolitique mondiale, le gouvernement souligne ici et avec force l'importance pour l'Afrique, à travers l'Union africaine, de renforcer son leadership dans la prévention et la résolution des crises sociopolitiques en Afrique de l'Ouest et au Sahel, ainsi que sur les questions de développement. Au-delà des sujets politiques et des questions électorales, l'Union africaine doit mettre un égal accent sur les problématiques du développement et sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Enfin, mesdames et messieurs, l'État malien, qui fait face à des défis humanitaires importants, attend l'expression plus forte de la solidarité continentale à travers l'appui du Fonds humanitaire de l'Union africaine aux efforts que le Mali déploie au plan national pour faire face à la crise humanitaire dans les zones affectées par l'insécurité. Je voudrais aussi vous remercier pour terminer des vœux de prompt rétablissement que le président de la Commission m'a adressé en votre nom. Parce que vous êtes bien informé de ce qui s'est passé dans notre pays il y a quelques mois. Et j'ai attiré votre attention que le représentant de l'Union africaine ici, régulièrement, ça n'était acquis sacré comment je me portais, sur l'instruction du président. Et pour être rassuré, quand je suis sorti de l'hôpital, il fait partie des premiers à me rendre visite. C'était pour les salutations du président de la commission. Je vous remercie pour votre écoute.